nous sommes face à un système de tunnels, de souterrains, une ramification qui dépasse l'imaginaire. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, on parlait de 700, 800 kilomètres de tunnels. Aujourd'hui, on est évidemment à plus de 1000 kilomètres de tunnels sous la terre de fait, et avec des ramifications, des liens entre tunnels, avec différents tunnels qui sont à différents niveaux. Et Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous. Ce matin, on va parler d'un sujet qui concerne, qui m'a personnellement surpris, puisqu'il s'agit des tunnels dans la bande de Gaza, avec un chiffre surprenant, en tout cas, qui a été annoncé par le ministre de la Défense et qui concerne donc ces tunnels qui existent encore, et on parle encore de 60% des tunnels qui ont été construits par le Hamas dans la bande de Gaza, qui existent encore, c'est-à-dire que Tsahal aurait seulement, entre guillemets, détruit 40% des tunnels pendant ces 2 années de guerre. Bonjour Olivier, bonjour à tous les auditeurs de Kalita et Shavuot Tov. Effectivement, c'est une surprise sans être une surprise, parce que déjà au moment du début de l'opération Char de Gédéon 2, nous avions déjà l'information qu'il y avait à peu près simplement 35% des tunnels qui avaient été détruits. Donc entre Char Gédéon, je dirais 2, et aujourd'hui, il y a eu encore 5% à peu près de tunnels qui ont été détruits. Mais c'est vrai que c'est une surprise, parce que c'est vrai que l'ampleur du nombre de tunnels est surprenante par rapport à la connaissance que Tsahal avait. Alors il faut savoir qu'actuellement, les forces de Tsahal, malgré le fait qu'elles soient sur cette ligne jaune, continuent de détruire ces tunnels. C'est ce qui est d'ailleurs inscrit dans l'accord qui a été signé, je dirais, de part et d'autre. Mais c'est vrai que nous sommes face à un système de tunnels, de souterrains, une ramification qui dépasse l'imaginaire. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, on parlait de 700, 800 kilomètres de tunnels. Aujourd'hui, on est évidemment à plus de 1000 kilomètres de tunnels sous la terre de fait, et avec des ramifications, des liens entre tunnels, avec différents tunnels qui sont à différents niveaux, qui posent évidemment énormément de problèmes. Alors, il faut savoir aussi que la destruction des tunnels pendant la guerre n'était pas si évidente que cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi la question des otages. Et c'est vrai que toute la politique de Tsahal qui a été menée, et d'ailleurs aussi du gouvernement, qui a été menée pendant ces 2 ans de guerre, c'était à tout prix d'abord la sauvegarde des otages, et donc de ne pas les mettre en danger. De ne pas mettre en danger évidemment les otages, de mettre le moins les soldats de Tsahal aussi en danger. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve encore à l'heure d'aujourd'hui avec un nombre de tunnels plus que conséquent, que cela soit dans le sud de la bande de Gaza, et du côté de Rafah, où là il y en a beaucoup, du côté de Khan Younes aussi, et un peu moins aussi, un petit peu moins peut-être dans le nord du côté de Gaza. Pour le moment, donc, et maintenant, le but, un des buts en tout cas de Tsahal, c'est ce qu'a aussi déclaré le ministre de la Défense, c'est justement la destruction de ces tunnels, et cette mission va être peut-être facilitée du fait que les otages vivants, en tout cas, ont été ramenés en Israël. Alors, c'est vrai que cela va être évidemment facilité du fait qu'il y ait plus d'otages vivants. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a toujours 13 otages morts, malheureusement, qui sont toujours là-bas et qu'il va falloir à tout prix ramener. Et c'est vrai que il y a une complexité. Il faut comprendre aussi que au moment où il y a eu l'opération Char de Gédéon 2, c'est vrai qu'il y a eu aussi de l'autre côté, nos ennemis, le Hamas, ont sorti les otages, je dirais, à la surface pour s'en servir comme bouclier humain. Et il était encore beaucoup plus complexe, justement, d'intervenir dans ces tunnels. Mais pour vous dire un exemple, il y a encore un tunnel qui a été trouvé il y a à peine un mois et demi, et là-dessus je peux en parler. C'était un tunnel qui était franchement le long de la ligne de chemin de fer, parallèle à la ligne de chemin de fer entre Sderot et Ashkelon. Alors c'est vrai que ce tunnel était du côté de la bande de Gaza, mais on voyait que ce tunnel avait des ramifications avec des dortoirs, avec de la nourriture, avec aussi des armes, et donc les terroristes du Hamas étaient prêts à intervenir directement sur la ligne ferroviaire. Donc on voit très bien qu'il y a encore énormément de choses à trouver. Je pense qu'on va découvrir encore énormément de choses dans les jours et dans les semaines qui viennent. Alors c'est vrai que le fait qu'il n'y ait plus d'otages vivants va faciliter les choses. Toujours est-il qu'il y a toute la question des otages
non-vivants, morts malheureusement, qui aussi, dans le fond, un petit peu freinent les choses parce que concrètement, on sait plus ou moins où sont les otages, les corps des otages, pas pour tous, mais Ouais. pour la plupart. Mhm. Et donc, c'est vrai que tout ça, il ne faudrait pas non plus retarder le retour sur le territoire israélien. Alors justement, je voulais aussi parler de ce sujet, du retour, de la restitution des corps. On voit que le Hamas fait ça au compte-gouttes. Quelle est la raison d'après vous? Une raison politique, une raison militaire? Pourquoi le Écoutez, Hamas agit de cette manière? écoutez, il y a 5 jours, maintenant 5 jours, que nous n'avons pas eu Léna. le retour d'un seul otage, et je pense que le Hamas actuellement joue concrètement avec le feu et met, je dirais, teste concrètement le gouvernement israélien. Alors, il faut savoir que le Hamas fait tout, dans le fond, pour retarder le retour des otages. Et le Hamas fait tout pour retarder le retour des otages parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une carte qu'elle a en main et qu'elle veut, je dirais, garder le plus longtemps possible. Parce que le Hamas a une et une seule volonté. Rester sur le territoire de la bande de Gaza, maintenir sa force là-bas sur la bande de Gaza, maintenir aussi son pouvoir. On le voit tous les jours avec des meurtres en masse de Gazaouis qui ne sont pas dans la mouvance je dirais, du Hamas. On le voit aussi parce que concrètement, quand on voit comment les choses se préparent par rapport à la phase 3, je dirais non pas la phase 2, mais à la phase 3, c'est-à-dire l'idée d'avoir dans un après-guerre un gouvernement technocratique avec des gens de l'autorité palestinienne, mais aussi des gens qui viendraient de tout horizon du monde arabe, on voit que le Hamas a présenté des noms qui sont, c'est vrai, ce ne sont pas des noms qui sont liés directement au Hamas, mais on voit que ce sont des gens qui sont très en phase avec la mouvance de l'organisation terroriste. Très bien, merci Stéphane Goding pour ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des affaires militaires. Merci beaucoup, bonne semaine à vous Bonne semaine à et vous, bonne Shavuot journée. Tov à tous les À auditeurs. Au revoir. Shavuot.
Boker Tov, Dov Maimon, directeur de recherche au JPPI. Est-ce que Dov est avec nous? Je sais qu'il est... Oui. Est-ce que tu m'entends, Olivier? Oui, Dov, oui, Boker Tov. Juste si vous pouvez mettre votre caméra en horizontal, ça nous permettra de... Ça va vous marcher, là, ça marche? Bah écoute, c'est formidable, très bien. Boker Tov, Dov. Alors, Dov, on a quelques minutes, on a à peu près 9 minutes pour parler d'un rapport qui a été publié par le JPPI, cet institut de recherche dans lequel vous travaillez, un rapport qui a été remis au président de l'État sur, on va dire, l'état du peuple juif en Israël et à l'étranger. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de vacarme, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui passent, beaucoup de ce qu'on appelle du bruit. Et entre le bruit, il faut distinguer les signaux. C'est-à-dire les signaux, c'est les mouvements de fond qui sont réellement importants, qui nous permettent de prendre des décisions. Donc, on écrit tous les ans un rapport depuis une vingtaine d'années, et dans laquelle j'ai à peu près écrit la moitié, notamment sur l'antisémitisme et sur les pays d'Europe. Et on présente les grandes tendances du peuple. Et pour ça, on a créé des indicateurs, notamment un indicateur de géopolitique. Il y a 6 indicateurs. Indicateur de géopolitique qui nous dit que cette année, nous sommes bien mieux que le 6 octobre 2023. Au niveau sur tous les fronts, au niveau géopolitique, nous sommes extrêmement bien mieux lotis et bien mieux organisés, bien protégés. Ensuite, il y a un rapport au niveau de la sociologie israélienne. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, ce qu'on attend d'une manière générale, c'est qu'après la guerre, on va avoir un grand mouvement d'Aliyah des Juifs du monde entier, parce qu'il y a une grande vague d'antisémitisme énorme qui fait que les Juifs vont être de plus en plus rejetés et marginalisés, non seulement comme on connaît déjà en France, mais aussi en Angleterre et aux États-Unis. Et deuxièmement, un mouvement aussi d'Israéliens qui, pour ceux qui sont plus individualistes, sont plus laïcs. Et on a fait des études qui nous montrent qui sont les gens qui quittent le pays. Ben, ces gens-là vont quitter le pays peut-être et aller sur d'autres horizons où ils auront amélioré leur niveau de vie au niveau individuel. Ça, c'est les grands mouvements. Ensuite, il y a un troisième indicateur important, c'est la cohésion sociale. Est-ce qu'en Israël, on est en train de devenir un pays qui est en train de se disloquer ou est-ce qu'on est en train de créer du lien social encore plus fort? Et là, c'est très intéressant. On a tout un mouvement depuis la guerre un retour à l'identité juive, un retour à la religion, il fait qu'on a tout un mouvement de gens qui aujourd'hui, mais c'est une nouvelle forme de religion, c'est pas exactement classique comme on a connu après la guerre de Kippour, c'est un mouvement aujourd'hui où les gens sont à la fois peuvent aller au slichot et en même temps aller en boîte de nuit. C'est un nouveau mouvement traditionnalisme, ce qui est en vérité le judaïsme tel qu'il a toujours été avant qu'il y ait la révolution de la modernité et du sionisme. Donc on a un mouvement absolument extrêmement exceptionnel. Je vais rajouter un point sur cette idée exceptionnelle, c'est que dans le monde entier, on a une polarisation. On a des gens qui deviennent de plus en plus à droite, de plus en plus à gauche. En Israël, en vérité, c'est le centre qui est en train de se renforcer. Et évidemment, c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle exceptionnelle, puisque plus on aura d'identité juive, plus on aura un projet sociétal partagé, et plus en fait, nous sommes une société qui a encore plus de résilience et de capacité de se reconstruire après la guerre. Alors, ce rapport a été présenté au président. Quelle a été la réaction du président? Et après, bien sûr, le but de tout rapport, c'est d'agir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il est prévu de faire, justement, par rapport aux conclusions de ce rapport? Voilà, donc c'est un rapport qui est non seulement au président, mais aussi au Premier ministre israélien. Il va être présenté au cabinet ministériel et on présente des recommandations, notamment pour faciliter, par exemple, l'aliyah des pays d'Europe de l'Ouest, puisqu'on va avoir une grande vague d'aliyah. On s'attend à une grande vague d'aliyah. Il y a beaucoup d'antisémitisme. Les gens ne peuvent plus vraiment parler avec leurs voisins qui sont non-juifs. On a un mouvement qui fait que les juifs sont de plus en plus dans l'entre-soi. En diaspora, ils se sont de plus en plus identifiés avec Israël et beaucoup vont vouloir passer le pas. Et pour ça, il faut simplement qu'Israël prenne la mesure de cet enjeu et on pourrait faire venir des centaines de milliers de juifs d'Europe de l'Ouest en Israël. Évidemment, ça changera. C'est des gens qui ont d'abord une bonne culture démocratique, qui ont l'esprit de l'état de droit, qui ont des notions du respect individuel, etc. Donc des gens qui vont renforcer le cœur de la société israélienne en faisant un état de plus en plus juif et démocratique et de plus en plus juif, parce qu'évidemment, les gens qui font leur aliyah sont des gens qui ont une identité juive très forte. Donc on s'attend à quelque chose d'assez optimiste. D'ailleurs, il y a un grand sondage dont on parle dans ce rapport, c'est qu'on a 50% des Israéliens qui sont optimistes et 50% d'Israéliens qui sont pessimistes. Alors évidemment, on a un profil socio-économique des gens qui sont optimistes et je ne vais pas vous étonner que plus les gens sont à droite et plus les gens sont religieux et plus ils sont optimistes et plus ils sont
ils font partie des anciennes élites laïques, souvent ashkénazes, et qui ont une tendance à être loin de l'identité juive, voudraient un État comme tous les autres. Ces gens-là ne trouvent plus toujours leur place en Israël, et certains vont peut-être quitter le pays, comme on voit qu'il y a aussi un mouvement de gens qui quittent le pays. Parmi les gens qui quittent le pays, il faut savoir que cette année, on a 78 000 personnes qui ont quitté le pays, mais d'un autre côté, on a aussi 40 000 ou 50 000 personnes qui sont des Israéliens qui sont revenus, plus encore les gens qui ont fait leur alliance. On a en tout un déficit net au niveau des Juifs. 50% des gens qui quittent le pays ne sont pas Juifs. C'est des gens qui ont été des Ukrainiens qui ont été éligibles à la loi du retour, qui étaient venus pour avoir des droits. Quand ils ont vu tout à coup des bombes qui leur tombent sur la tête, ils ont quitté le pays pour aller dans d'autres horizons meilleurs pour eux. Et en fait, 50% des gens qui quittent le pays ne sont pas Juifs. Donc, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Alors, et on a en tout un déficit net de 18 000 personnes qui quittent le pays. 18 000 personnes pour un pays de 10 millions d'habitants, évidemment, ça représente à peu près 0,2%. Ça n'a pas d'importance. Par contre, c'est des gens qu'il faudrait retenir parce que c'est des gens qui font partie, notamment les Juifs qui partent, c'est des familles qui viennent des gens qui sont des gens formés, des gens qui peuvent trouver tout à coup des meilleurs horizons aux États-Unis. Mais même eux, les Israéliens, l'étranger, commencent à ressentir la pression et certains commencent à vouloir vraiment revenir. Donc, on peut être vraiment optimiste. Juste une dernière question. Ne s'est jamais aussi bien porté. Juste une dernière question et vous avez 1 minute pour répondre, Dov. Est-ce que ces conclusions, vous avez cité le changement par rapport à l'identité du peuple juif et les autres conclusions, est-ce que vous pensez que c'est une que c'est une résultante du 7 octobre? Oui, évidemment. Le 7 octobre a été une transformation totale de l'État d'Israël, du peuple juif dans son entièreté. Le rapport Israël-diaspora se sont renforcés. Les Israéliens sont tous dans le même bateau avec les Juifs de diaspora. Donc tout ça, c'est des liens qui font que la cohésion sociale et à l'intérieur du pays et entre les Juifs d'Israël et la diaspora se sont renforcés, quelque chose qui est totalement positif, avec certains Juifs qui vont se désengager, etc. Je vous invite par contre à écouter un podcast qui est sorti hier soir en hébreu, parce que l'important c'est pas de parler aux Français, mais de parler évidemment aux décideurs israéliens. Et dans ce rapport, ça s'appelle Ala Mashmaout. C'est le podcast très porteur, puisqu'il y a 2 millions de vues par mois qui viennent dans ce podcast. Et là, je donne une émission d'1 heure où j'explique à peu près tous les grands enjeux pour les Juifs d'Europe et pour ce qui est en train de se passer dans l'État d'Israël. Donc, bravo à Kalita et on continue le travail. Merci on est en beaucoup. route et tout avance vers le bien, grâce à Dieu. Merci. Et la chanson qui a été choisie pour le hit parade, ça a été qui a hit parade. Tamid Oevoti Ve'yer Hatov, le hit parade de Galatz, c'est-à-dire la radio la plus laïque d'Israël. Donc on est en plein dans un retour vers l'identité. En plein changement. Merci beaucoup, Dov, pour ces explications. On invite bien sûr à regarder ce podcast et puis aussi les conclusions de ce rapport qui se trouve dans le site du JPPI. Merci, Dov, et bonne journée à vous. Bonne journée.